Hello les amis, je suis trop content de faire ce deuxième épisode de S'entreprendre, le podcast pour les entrepreneurs qui ont envie de s'entreprendre soi-même, qui comprennent qu'il faut se développer, grandir, avoir une meilleure connaissance de soi pour encore mieux entreprendre. Je suis trop content de faire ce deuxième épisode. Le premier épisode est sorti dimanche, donc hier. Aujourd'hui on est le 15 avril, lundi 15 avril. Donc j'ai mis du temps à sortir le premier épisode. Pourquoi ? Parce que il fallait que je fasse la cover, que je valide le nom, il fallait que je set up aussi Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de diffusion. Donc ça c'est bon, c'est réglé, c'est fait, mais ça prend du temps, ça prend quelques jours de validation. Donc voilà, si vous voulez lancer un podcast, prévoyez-le un petit peu en avance. J'avais oublié de prévoir tout ça. Trop content de pouvoir faire ce deuxième épisode. Le premier est déjà un petit succès parce que j'ai pas mal communiqué dessus. J'ai eu de très très bons retours, des gens qui donnent de la force à fond, qui sont alignés aussi avec cette vision de l'entrepreneuriat. Donc ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça parle à pas mal de monde. Et donc, on est là pour ce deuxième épisode pour parler. Je pense que la structure que je vais utiliser, elle va être simple. Je vais faire les actus de la semaine. Donc, vous parlez de mes actus, mes projets perso, voilà ce qui s'est un peu passé. Je vais essayer de pas passer trop de temps sur les actus parce que c'est pas là où on en tire de la valeur. Quoique, je vais essayer de faire en sorte que vous en tiriez un maximum de valeur, des choses peut-être opérationnelles, nous, qu'on met en place dans le business qui pourraient vous servir. Et ensuite, les actus business. Et après, on va aller entamer un sujet qui me tient à cœur de pourquoi on entreprend et réfléchir ensemble, quelles sont les motivations qui nous animent à entreprendre. Pourquoi on le fait et finalement, est-ce que c'est bien en raccord avec sa mission de vie ? Voilà, je vous spoil un petit peu. En tout cas, vous avez les grandes lignes. Déjà pour me présenter, pour ceux qui viennent de débarquer sur le podcast ou ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1. Dans l'épisode 1, je décris pas mal ce que je fais, qui je suis, même de tous les projets que j'ai pu monter. Donc, n'hésitez pas à le regarder et à aller dans l'ordre. C'est important d'aller dans l'ordre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, du coup, je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Growth Hiring, une entreprise qui aide les recruteurs à être dans les meilleures conditions. Ouh là là, je commence à bégayer là. Ça commence. On aide les recruteurs à être dans les meilleures conditions, on les forme à toutes les techniques commerciales et marketing et on fait en sorte qu'ils puissent recruter différemment, en tout cas utiliser les bons outils pour trouver des candidats. Dans la boîte, on est 3 associés, donc Marilou, Hugo et moi-même, qui venons tous les 3 du milieu du growth, qu'on a appliqué au milieu du recrutement. Aujourd'hui, on est 25 dans l'équipe. On est basé sur un modèle de collectif de freelance, donc on travaille que avec des indépendants. On n'a pas de salariés et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. En tout cas, c'est le modèle qu'on veut tester à fond en ce moment. On a accompagné déjà plus de 50 ou 60 entreprises, 60 maintenant, je pense. Plus de 600 personnes et on a une communauté de plus de 4000 recruteurs qui sont en veille avec nous sur le futur du recrutement. Notre vision des choses, c'est de faire en sorte que le growth hiring soit une nouvelle discipline, un peu comme le growth hacking est arrivé en France, du coup, il y a à peu près 10 ans, et qu'on instaure cette même discipline appliquée au monde du recrutement et que ce soit dès maintenant et qu'on arrive à construire le futur du recrutement avec nos clients. Voilà pour la petite présentation. Et je vais prendre un peu d'eau. Effectivement, je vais pas mal boire, je pense. Parce que, en plus, j'ai testé j'avais fait le début de cet épisode, je vous cache pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le micro était pas branché au bon endroit. Donc, petit problème technique du début. Mais là, c'est bien branché, donc c'est nickel. Mais effectivement, j'ai utilisé déjà pas mal de salive. Passons sur les actus de la semaine. Actu, je suis trop content parce que je suis revenu du Maroc. Bien que ça veut pas dire que le Maroc, c'était nul à chier. Pas du tout. On a fait un co-living, du coup, avec Kylian, Marion et 4 autres entrepreneurs. Donc, on était 7. On est parti à Tarazout. On était en co-living. Du coup, on a fait des ateliers, on a fait du surf. Voilà, on a fait plein de choses tous ensemble. Mais moi, j'avais ma prépa triathlon à préparer.
Et le truc, c'est que j'ai galéré à m'entraîner, pour être honnête, et je me suis même chauffé au tout début, et en fait, c'est ça qui m'a refroidi d'ailleurs, à aller nager, parce qu'il faut faire de la nage dans le triathlon, aller nager dans la mer. Donc ça, c'est un enseignement aussi de la semaine, hein. Aller nager dans la mer à 6 heures du mat, alors que l'eau était à 12 degrés, en petit short avec mon petit bonnet et mes lunettes, faire ça pendant 40 minutes et ressortir mais totalement congelé et faire une hypothermie. Donc enseignement de la semaine, ne jamais faire ça parce que c'est une connerie. Donc globalement, je suis sorti de l'eau, j'avais froid partout, j'étais congelé, je tremblais, de la tête aux pieds. Il y a un taxi qui est venu me chercher, qui m'a remonté du coup au co-living et je pense jusqu'à midi, j'avais, 20 000 couches sur moi. J'avais un manteau, 3 pulls et cetera alors qu'on était au Maroc, hein, il faisait chaud. Mais je sentais plus rien quoi, j'avais froid. J'avais que froid, même j'avais pris une douche chaude et je sentais même plus le chaud de la douche. Donc voilà, j'ai vraiment fait une hypothermie, donc ça m'a refroidi sur mon entraînement, en tout cas natation. J'ai fait un peu de course à pied. Vélo, j'ai essayé de trouver une salle, là-bas. Clairement mon vélo, j'avais une selle où il y avait pas de mousse, donc à des endroits où il y avait pas de mousse, donc j'étais vraiment sur le fer. Donc autant dire que ça faisait un peu mal au cul et donc l'entraînement était pas incroyable. Mais au final, tout ça, c'est pas grave parce que j'ai profité du moment présent, j'ai kiffé, j'ai accepté que voilà, mon entraînement allait pas être ouf cette semaine-là et ça va, je vais pas culpabiliser, ça sert à rien. Mais donc là, j'ai repris cette semaine, je suis trop content, j'ai fait 5 séances aujourd'hui, bah, cette semaine, dont une séance, je crois que c'était dimanche matin, non, c'était samedi matin, où j'ai fait un triathlon. Donc ça, c'est trop cool, vu que l'objectif, c'est de faire un triathlon en M, donc c'est-à-dire faire 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Donc ça, c'est la compétition qui a lieu le 5 mai. Et donc là, j'ai essayé d'en faire un, mais avec des distances juste un petit peu avant, pour que ce soit pas trop complexe et que je me tue pas non plus. Et du coup, j'ai fait 1 km de nage, 30 km de vélo et 10 km, non 7 km de course à pied. Donc voilà, j'ai réussi à le faire. J'étais pas non plus éclaté, à la fin. J'arrivais quand même à tenir debout et cetera, mais j'avoue que j'étais quand même, en PLS. Donc c'était très cool, j'ai réussi à le faire, j'étais très, très content et maintenant il y a plus qu'à optimiser les temps pour, faire une belle perf, mais je pense que j'arriverai à le faire ce triathlon, bien que j'en ai jamais fait avant, en tout cas de M. Donc voilà, j'ai hâte. Donc très content de ça. J'ai revu les potes, la famille, les amis, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Il s'est passé quoi d'autre? J'ai fait un tournage avec notre cher ami Martin Crégu, que je salue, un bel ami entrepreneur avec qui on entreprend depuis, je pense, 3 ans et donc lui, il a créé la Founders Night. Je pense que ça doit vous parler, donc un mouvement d'entrepreneurs, un mouvement d'événements. En gros, il crée des événements d'entrepreneurs, qui a lieu quasiment tous les mois. Donc souvent, c'est dans des lieux atypiques, il faisait ça dans les chapelles, il avait fait ça aussi à la Cigale, dans une salle d'escalade et là, il crée un média qui s'appelle Demain Média. Donc c'est un média qui va regrouper plein d'entrepreneurs sur lesquels, bah, il va vouloir, les mettre en avant, partager des conseils et construire le futur, donc construire, demain grâce aux entrepreneurs qui, construisent demain. Donc voilà un peu, je pense que le pitch sera beaucoup mieux dit de sa part que de la mienne. Donc j'espère qu'il n'entendra pas forcément ce podcast. Bah, peut-être que oui, j'imagine, mais en tout cas qu'il m'en voudra pas trop et normalement ça sortira dans un mois, si je dis pas de bêtises. On a fait aussi un épisode, de podcast en live, du coup avec, on était 4, avec Antoine de Shiny Lazy, Audrey de Shield, Martin et moi-même. Donc ça aussi, ça va sortir dans ces eaux-là. Donc c'était trop cool, dimanche après-midi, tournage, on s'est fait kiffer et enseignement de la semaine en termes business, bah, actu de la semaine, en termes business. On a recruté des call callers, donc ça c'est cool. On a recruté 4 personnes même, 2 call callers, donc des personnes qui vont prendre des rendez-vous chez nous. Aujourd'hui, comment on fonctionne? On a des personnes qui vont prendre, qui ont une liste à appeler, ils vont prendre des rendez-vous et faire que ça, que des appels, que des appels. Ensuite, on a recruté du coup un full cycle, donc c'est une personne qui va s'occuper de après le call call.
Donc il y a un rendez-vous qui est fixé de faire la phase de découverte, du coup, 45 minutes. On pose des questions, comprendre les enjeux, qualifier est-ce que la personne est pertinente, faire de la vente émotionnelle, comprendre les conséquences, pour son business et après faire une proposition, donc ça c'est la deuxième étape, proposition, 45 minutes aussi, voire 1 heure même, où on propose ce qu'on peut mettre en place pour aider les entreprises à mieux recruter et après closing. Donc le full cycle s'occupe de cette, 2e grande partie du coup et finalement on a un setter qu'on a recruté qui va s'occuper de, gérer les demandes entrantes. Parce que du coup, on crée beaucoup d'événements, on fait de la demande gen, on fait en sorte que, bah, les gens, nous connaissent, on fait du bruit, on fait des webinars pour que les personnes après nous fassent une demande. Ils nous disent: «Ah oui, voilà, ça fait longtemps que je vois que vous faites du contenu, c'est cool et cool et je suis chaud qu'on puisse échanger et que vous puissiez m'aider». Donc on met en place des systèmes de webinars. On a fait un webinar du coup même cette semaine et qui était tourné sur le futur du recrutement. On avait 400 personnes qui étaient live pendant le webinaire, donc c'était très, très cool. On a pu apporter de la valeur au maximum. On adore en vrai faire ce contenu-là parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre communauté, partager des tips et voilà, en vrai, c'est vraiment, partager de la valeur, ça nous fait kiffer et ça nous a apporté 8 à 10 leads à peu près, du coup qui sont traités par le setter. On a à peu près en inbound une 20 inbound je crois, 20, demandes, par semaine, donc c'est plutôt correct. Donc recrutement, 4 recrutements, un événement et un autre événement aussi qui arrive et qui est très proche. C'est le séminaire Gross Hiring, donc ça on est trop, trop content. Ça arrive, mercredi, donc ça sera mercredi 17. On va aller à Labenne, donc je sais pas si ça vous parle, c'est sur, la côte ouest, de la France, hein, pas des States. Et du coup, c'est entre Osgore et Biarritz. Donc c'est un petit spot super sympa. On va pouvoir faire du surf, du kart. On a loué une villa. Voilà, on va se faire kiffer et surtout, on va rencontrer les freelances qui travaillent, avec nous depuis, déjà quelques mois, même il y en a qui travaillent depuis, plus d'1 an et qu'on va pouvoir voir en vrai et ça va être trop cool parce que, on a créé ce modèle justement full remote où les gens, sont indépendants et on arrive à créer un cadre dans lequel on les considère, je sais pas s'il faudrait dire qu'on les considère comme des CDI, mais en gros, on essaye de les engager au maximum, créer des événements où on se retrouve tous et on se fait kiffer et donc la plupart aussi font du surf, donc ça va être sympa. Donc franchement ça j'ai trop, trop hâte. On va partir 3 jours et je vous ferai un petit retour d'expérience sur, ce moment-là qui va être quand même mémorable. Enseignement de la semaine, quels sont les enseignements, business un petit peu que j'ai eus? J'ai eu un enseignement business, plus sur, je vais dire la réaction. J'avais un client qui était pas content sur quelque chose. Du coup, qui me demandait, voilà, dans un mail un peu froid, «Mais est-ce que tu peux mettre ça en place?» et cetera rapidement et en fait, le ton que j'ai pris de ce mail-là, je l'ai, calqué sur le ton du mail que j'envoyais à un partenaire, du coup, pour qu'il fasse, la chose que demandait mon client et du coup, en fait, j'étais ultra mauvais. J'étais froid, j'ai utilisé vraiment la même forme qui n'était pas du tout correcte, en tout cas pas la bonne et mon partenaire me l'a fait remarquer en me disant: «Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe?» et cetera. «Pourquoi tu parles, de cette manière-là?» et en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment calqué quelque chose, qu'on m'avait transmis et donc enseignement, chaque chose extérieure, voilà, qu'on vous qui pourrait vous influencer, hop, barrière mentale, et j'ai capté l'information, hop, j'agis de manière consciente et je suis pas en réaction par rapport à cette action et je transpose pas la haine de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, petite, introspection sur ce sujet-là. Donc c'était un bel enseignement et je sais pas si j'en ai d'autres qui me viennent. J'avais pris des notes, mais là je me suis juré de pas regarder mes notes parce que c'est quelque chose qui me perturbe après parce que je suis plus dans le moment présent. Donc je suis plus dans le kiff vraiment de se le faire et je suis plus en mode: «OK, je dois réciter quelque chose, je dois être sûr de rien oublier». Donc j'ai bien révisé avant et là je vous lâche un peu, tout ce que j'ai appris
et tout ce que j'avais envie de vous partager. Peut-être qu'il y aura des loupés et c'est pas grave. C'est la joie de ces épisodes qui sont pas coupés et qui sont totalement, on va dire authentiques, mais en tout cas qui sont totalement les plus proches de mes pensées. Deuxième petite gorgée d'eau, je crois que j'en ai pris une avant. Donc, pas mal d'enseignements. Les actus, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de passer sur le sujet principal qui m'anime et qui fait qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est pourquoi on entreprend. Vous pouvez vous poser tranquillement, vous reposer aussi cette question. Pourquoi j'entreprends? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai créé ce business? Pourquoi en fait je suis entrepreneur ou entrepreneuse? D'ailleurs, on dit plutôt entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneuses qui disent entrepreneur pour se caractériser elles-mêmes. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se met à risque? Pourquoi en fait on prend pas un CDI et pourquoi on va pas chercher la stabilité? Pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on va chercher un business au début où on gagne pas d'argent? Pourquoi on fait tout ça? Je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez, ou en tout cas qu'on se pose un peu tard. En plus, les entrepreneurs aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, il y a 4 fois plus d'entreprises qui sont créées, en ce moment. De 2020 à 2022, de 2000 à 2022, on a eu 4 fois plus d'entreprises qui sont créées par an, donc ce qui est énorme. Et les personnes qui entreprennent sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, ils ont, 15 ans, 16 ans. Alors que, en vrai, les entrepreneurs, c'était souvent des successions familiales, ils entreprenaient après avoir travaillé et cetera. Maintenant, l'information est beaucoup plus accessible. On a internet, on a du savoir qui est partout et en fait, les jeunes entreprennent beaucoup plus tôt et ça, je trouve ça magique. Honnêtement, moi, je trouve ça trop, trop bien de pouvoir se dire que, on peut se former autrement qu'à l'école et faire des choses, très belles, très tôt. Donc, les personnes sont de plus en plus jeunes, mais est-ce que, les jeunes entrepreneurs justement se posent cette question-là aussi? De pourquoi ils entreprennent? Je suis pas sûr. Je pense que les gens, passent à l'action pour des raisons qui sont pas forcément les bonnes. En gros, je m'explique, je pense qu'on a plusieurs types de motivation lorsqu'on va entreprendre. Je mettrais ça en 2 types de motivations. Les motivations dites futiles, donc il faudrait, arrêter, d'utiliser tous les jours et les motivations dites profondes. Les motivations dites futiles, selon moi, ça va être, par exemple, l'argent. L'argent, je vais prendre avec une voix bien bien claire. L'argent, il y a beaucoup de gens qui vont, entreprendre pour l'argent et pour le succès, pour la gloire, pour la notoriété, pour se prouver qu'ils peuvent le faire, pour avoir de la reconnaissance, parce qu'ils avaient eu un manque, d'affection aussi avant. Donc ça, c'est toutes les motivations, on va dire, futiles, qui selon moi, sont un peu les déclencheurs de pourquoi on entreprend au début. Au début, si je prends mon exemple, moi personnellement, j'entreprenais pas pour aider les gens. En tout cas, j'avais moi mon but au tout début et je suis, à l'aise avec ça, c'était tout simplement pour prouver à mon père, que tout simplement je pouvais réussir sans passer par l'école. Parce qu'à chaque fois mon père me disait: «Bon, tu vas pas réussir dans la vie, si tu as des mauvaises notes, tu es obligé de faire un master. Si tu fais pas de master, tu réussiras jamais dans la vie» et j'avais que des discours comme ça et donc je me suis dit, en fait, j'étais vraiment à l'encontre de mon père et je me disais: «Mais je vais lui prouver que je peux le faire, je vais lui prouver que je peux le faire autrement». Donc là, motivation futile. J'étais pas du tout, sur une motivation profonde, en tout cas, belle et belle et comme, j'aimerais l'avoir aujourd'hui. D'autres exemples, il y a beaucoup d'enfants d'enfants ou de jeunes ou même de personnes, plus âgées, qui vont entreprendre pour l'argent.
pour se dire: «Bah, je veux beaucoup, beaucoup d'argent». Et ça c'est un vrai sujet parce que ces gens-là, ils et je pense que c'est normal d'avoir cette motivation au début. Moi-même, j'ai entrepris pour une de mes motivations qui était l'argent, évidemment. Mais je pense qu'il y a un certain seuil où on se dit: «Bah, effectivement, l'argent maintenant a beaucoup moins d'importance, ou en tout cas me motive moins». L'argent, aujourd'hui, si je prends des entrepreneurs qui sont très bien comme ils sont et qui ont pas besoin d'avoir des milliards et des millions, et ben, en fait, ils ont un seuil qui leur est, qui leur suffit pour vivre, dans lequel ils peuvent avoir de l'économie et de l'investissement, et puis après le reste, bah, globalement, ils s'en foutent, quoi. Ils investissent dans leur boîte ou ils en font autre chose, ils font des dons, et ça, c'est après, c'est une fois qu'on arrive à des certains paliers. Mais au début, évidemment, on a cette motivation futile de l'argent, et l'argent, c'est un peu un problème parce que c'est un sujet qui est soi-disant tabou en France. Il y a peu de personnes qui s'expriment dessus, mais du coup, les personnes qui veulent faire en sorte que l'argent ne soit plus tabou en France, sont des personnes qui sont drivées et obnubilées par l'argent. Du coup, on va le voir pas mal sur des réseaux sociaux comme, bah, je pense à LinkedIn, des gens qui vont partager leur salaire, leur CA, leur marge et dire qu'il faut absolument faire tant, sinon on n'a pas réussi dans la vie. Et bah, ça, je pense que c'est une grosse erreur. Déjà de un de partager ce genre de chiffres avec ce message-là. On peut partager des chiffres d'affaires, de manière informelle en expliquant avec une conclusion, un enseignement qui est intéressant, ça évidemment. Mais si c'est vraiment pour le partager, pour dire: «Bah, si tu fais pas tant, tu une merde et tu pas réussi dans la vie», moi je pense que ça sert strictement à rien. Deuxième truc qui sert à rien, c'est de faire en sorte que, bah, en tant que consommateur de contenu, on se dise: «Bah, ça c'est l'objectif et si je fais pas ça, bah, effectivement je suis une merde». Et donc là, tout simplement devenir, bah, les en il y a ça fait que des entrepreneurs deviennent obnubilés par cet objectif qui est l'argent et qui courent après ce lièvre-là, qui courent après cet objectif-là et ce jeu-là, qui n'est pas le leur et qui est effectivement une motivation futile, qui est selon moi éphémère ou en tout cas peu pertinente par rapport à une motivation dite profonde. Motivation profonde, qu'est-ce que c'est motivation profonde? Ça va être la liberté, ça va être, aider les autres, ça va être s'épanouir, grandir, faire les choses pour soi, se connaître, monter en compétences. Selon moi, c'est des motivations qui sont beaucoup plus belles. Disrupter un marché pour aider les gens, partager, construire des choses avec une équipe. Pour moi, c'est des motivations qui sont ancrées chez certaines personnes, ou d'autres n'ont pas, ou en tout cas le découvrent par la suite, et qui permettent de tenir dans la durée, en tout cas, sur des fondations qui sont plus saines. J'ai pas envie de parler de motivation bonne ou mauvaise motivation, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de jugement derrière, parce que je pense que même les motivations futiles, il faut savoir les prendre, et quand la boîte, par exemple, ne va pas bien, et ben il faut peut-être une motivation cash, évidemment. Il faut faire de l'argent et penser argent, et c'est une motivation futile, mais qui a quand même son intérêt, plus que, la motivation aider les autres, où ça a pas d'intérêt, en tout cas sur, imaginons, le mois, il faut absolument faire 20 000 de chiffre d'affaires, et bah, globalement, aider les autres, ça va pas forcément t'aider à faire tes 20 000, mais générer du cash court terme pour après aider les autres, bah, ça a du sens. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise motivation. Je pense que les motivations sont telles quelles, il faut les utiliser à bon escient, au bon moment. Je pense que ces motivations aussi sont, différentes en fonction de l'avancée de la boîte et en fonction de l'avancée de l'entrepreneur. Entrepreneur, masculin, féminin, vous m'avez compris, à chaque fois que je dis entrepreneur, c'est pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend, l'exemple d'une personne, on a pris un jeune, voilà, par exemple, un jeune qui entreprend pour l'argent, pour le succès, pour dire que: «Moi je peux le faire, je suis différent des autres» et cetera. Il va avoir cette première motivation qui va permettre de propulser son entreprise. Donc on peut prendre une entreprise comme une fusée. Imaginons on fait cette analogie. Une entreprise, c'est une fusée, on va la propulser, donc un premier coup de, de réacteur, qui sont ces motivations futiles.
Cette personne qui a entrepris, qui a monté un business, on va dire un non, e-commerce, ça marchera pas. On va dire une entreprise qui fait, une agence marketing, voilà, qui fait des sites internet. Il entreprend comme ça, ensuite, bah, ça marche. Il arrive à avoir des clients, il arrive à avoir des collaborateurs et donc là, il veut accélérer. Donc il passe de la phase de propulsion à la phase de je me souviens plus, il y avait un terme vraiment de spatial, mais on va dire une phase d'accélération. Deuxième phase de la fusée, paf, elle accélère. Une fois qu'elle accélère, bah, ça veut dire qu'on va avoir des motivations qui vont peut-être être, bah, rendre satisfaits, nos clients. Faire en sorte que les collaborateurs soient épanouis et restent dans l'entreprise. Faire en sorte de construire des belles histoires. Faire en sorte, bah, de monter en compétence sur des sujets. Et en fait, on va avoir d'autres motivations qui vont être différentes que seulement la propulsion, d'être différent des autres et dire un fuck à la société, quoi. Et finalement, on arrive à la fin, de ce business. Ce business, imaginons qu'il tourne très bien, ils font, 3 000 000 de chiffre d'affaires. Le dirigeant qui a créé ça, ça fait 5 ans qu'il est dans l'entreprise. Il s'est rendu compte, bah, qu'en fait, au début, ses motivations, c'était, d'entreprendre, pour, dire que je suis le meilleur. En fait, il se rend compte maintenant qu'il peut aider des gens à rendre leur boîte visible, à faire eux-mêmes de l'argent, qui peuvent aussi aider d'autres gens et il se rend compte aussi qu'il a d'autres projets, qu'il a pas que cette boîte-là, mais il a envie d'avoir une vie de famille, il a envie d'investir, il a envie d'avoir une maison et donc là, il va dégager du temps sur sa boîte et essayer d'être dans une phase de stabilisation de sa boîte, donc la 3e phase de la fusée. Imaginons que la fusée, elle va vers, la Lune ou Mars ou le Soleil, comme vous voulez et bah, globalement, cette fusée, elle se stabilise et cette stabilisation, ça va être comment optimiser les process pour que ça reste dans cette trajectoire-là, comment faire en sorte de dégager du temps et en fait, les motivations sont totalement différentes de pourquoi on maintient le business. Parce que, bah, là, dans le cas de notre entrepreneur, bah, il va vouloir dégager du temps, avoir quelque chose qui tourne, de stable. Il va plus, travailler d'arrache-pied comme il le faisait au tout début où il travaillait jour et nuit. Donc pour moi, il y a ces plusieurs phases de business qui vont aussi influer sur les motivations et pareil, plusieurs phases de l'entrepreneur lui-même par rapport à sa connaissance de soi et ses motivations par rapport à ses enjeux perso qui va modifier, justement cette matrice un peu de motivation. J'espère que c'est compréhensible, tout ce que je dis. Je peux pas me repasser tout ça. Je réécoute pas du tout mes épisodes. Mais j'espère que vous arrivez à capter un peu ce que je veux dire avec la fusée, les différentes étapes de motivation et que c'est un peu clair. En tout cas, voilà, moi, c'est un peu ce que je vois et ce que je pense et on va venir à un autre point qui va être la mission de vie, qui va être très importante à déterminer pour savoir justement quelles sont ses motivations. Petite gorgée d'eau. Mmh. OK. Donc la mission de vie. La mission de vie, qu'est-ce que c'est? J'ai pris une petite définition pour qu'on puisse avoir, de la matière. Globalement, la mission de vie, c'est le chemin que l'on prend pour trouver sa place unique dans ce monde et prendre part à des activités qui donnent un sens à la vie elle-même. Je vous laisse quelques secondes pour méditer là-dessus. Donc si on décrypte ça, parce que ça fait un peu mal au crâne. Trouver sa place unique dans ce monde, donc c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, unique. Il n'y a que nous qui pouvons mettre ça en place. Et prendre part à des activités, donc passer à l'action, entreprendre des choses, qui donnent un sens à ce qu'on fait et donc à la vie elle-même. Donc en gros, c'est mettre en place des actions qui sont propres à nous pour aller à un chemin qui nous est propre et seulement à nous et qui donne de sens à ce qu'on fait au quotidien, tous les jours en tout cas, qui va servir à une cause qui nous dépasse. Bon, cette mission de vie, moi je me suis pas mal posé cette question-là après le Vipassana. Donc je peux vous en parler un petit peu, je pense que ça peut être le bon moment.
J'ai fait un, stage de méditation en Inde. Je suis parti là, décembre 2023. Donc je suis parti, 10 jours en Inde, donc 10 heures de méditation par jour, et dans le silence. Donc on fait vœu de silence. Je savais pas du tout dans quoi je me mettais les pieds. C'était une pote qui m'avait parlé de ça, qui m'a dit: «C'est génial, tu verras, c'est trop bien». Et je me suis dit: «Bah, ouais, j'ai envie de me lancer des défis». Moi, j'aime bien, me lancer des petits challenges pour savoir comment je vais réagir dans ces situations. Donc, par exemple, j'avais fait un jeûne de 4 jours, quelques semaines avant pour comprendre, concrètement, bah, est-ce que ton corps peut survivre 4 jours sans manger? Et qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les aliments dont tu as besoin? Est-ce que c'est possible? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est totalement faisable et même on faisait des marches de 4 heures dans les Vosges, dans les montagnes et j'étais pas du tout fatigué, mais en tout cas, pas, un peu fatigué quand même, mais pas non plus, raplapla et ça allait. Et en fait, je me suis rendu compte que mon alimentation aussi pouvait être faite d'autres choses que de la viande et du coup, j'ai pas mangé de viande pendant un mois. Donc j'aime bien me lancer ce genre de challenge et juste après le jeûne, justement, il y avait ce, challenge-là de se dire de passer 10 jours dans un camp de méditation en Inde, dans le silence. Donc quand on arrive sur place, bah, on donne tous ses effets personnels, donc pas de téléphone, pas de d'ordinateur, surtout pas d'ordinateur, pas de livre, pas de quoi écrire non plus, bref, rien du tout, quoi. On a juste, nos affaires. En plus, quand je suis allé là-bas, j'ai eu la bonne idée en m'inscrivant, donc quelques mois avant, de dire que j'avais fait ça, que j'avais déjà fait ça 2 fois. En fait, j'ai menti. C'est pas bien et je m'en rends compte et quand je suis arrivé là-bas et ben, en fait, ils m'ont dit: «Ah mais toi tu l'as déjà fait 2 fois. Génial. Du coup, on va te mettre dans la catégorie des old students, donc des étudiants qui ont déjà fait ça plusieurs fois». Et donc ça veut pas juste mettre, dans une catégorie, ça veut aussi dire, bah, que j'avais pas le droit de manger le soir, du coup et que j'avais pas de luxury bed, donc de lit, on va dire luxueux ou en tout cas j'avais, voilà un sommier, un peu banal avec, un petit matelas, très fin, quoi. Donc je me suis pas du tout facilité la tâche, donc petit enseignement, ne pas mentir, surtout quand on va dans des trucs, spirituels. Et du coup, moi, quand ils m'ont dit ça, bah, je pouvais pas te dire, j'étais obligé d'aller à fond dans mon mensonge. Je dis: «Oui, bah, oui, effectivement, je suis all student, très bien et tout machin». Comment ça se passe sur place? C'est 10 jours dans lesquels on est dans le silence complet, qu'avec soi-même, qu'avec ses pensées. On se lève à 4 heures du matin, 4:30, on est réveillé au gong. Donc il y a des petites clochettes aussi, des gens qui passent dans les petites devant les cellules, donc on a une sorte de cellule, hein, ça fait un peu prison, mais en vrai c'est super sympa. Bah, c'est sympa. C'est une expérience qui est incroyable, mais le cadre fait un peu, voilà cellule, et cetera. Tu es dans ta chambre, dans ta cellule. Donc tu es réveillé 4:30 du mat, tu dois méditer pendant 2 heures dans ta chambre. Une fois que tu as médité pendant 2 heures, tu vas prendre ton petit déj. Donc là, dans ce cas-là, tu vas, à la cantine. Et tu as un plateau qui est assigné à ton numéro de chambre. Donc tu prends ton plateau, tu te sers un peu en mode prisonnier, quoi. Tu as une louche, tu mets ça dans ton plateau. Ton plateau, tu sais, il est en fer avec des creux, à l'intérieur, donc pour mettre de la consistance, voilà, des aliments. Moi, vu que j'étais all student, je devais regarder, que le mur, donc j'étais face à un mur blanc et bah, tu manges et tu es dans le moment présent. Ensuite, tu sors, tu as une petite pause, tu as des méditations de groupe. Donc tu vas méditer dans un hall. Tu fais ça pendant, je crois que c'est pendant 1 heure ou 2 heures la méditation de groupe. Après des méditations, solo. Après tu vas remanger. Après tu as du temps aussi un peu de repos, soit dans ton lit ou soit dans un jardin et on avait un beau jardin. Ça, c'était trop cool. Du coup, c'était à Mumbai, et donc on était un peu en hauteur. Donc on voyait toute la ville. On était dans un jardin avec un énorme arbre au milieu. C'était super beau. Et après, tu remédites en session de groupe et après tu fais le goûter. Tu remédites après et après tu as une session de discours. Donc globalement, tu médites vraiment 10 heures dans la journée.
Pendant cette journée, en fait, tu es guidé par rapport à des audios. Donc il y a des audios qui sont passés dans les sessions de groupe, qui t'expliquent comment méditer et donc pendant les 3 premiers jours, ils t'expliquent qu'il faut te concentrer sur une seule partie de ton corps, qui est entre ton nez et ta lèvre supérieure. Donc il y a une sorte de petit triangle qui se forme. Ceux qui ont des moustaches, du coup, c'est plus compliqué. Ceux qui en ont pas, bah, c'est plus simple. Mais du coup, tu as un petit triangle qui se forme juste là et il t'explique qu'il faut se concentrer dessus, grâce à ton inspiration et expiration de ton nez, donc un souffle naturel, pour affiner ton esprit. L'objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses ressentir des sensations, même les plus infimes possibles et de manière très précise. Et ça pendant 3 jours. Donc, réellement, 30 heures de méditation sur ce petit triangle entre le nez et la bouche. Donc, y a de quoi péter un câble, en vrai. Mais, tu as des explications, il t'explique qu'effectivement, ça t'aide à ressentir les choses. Tu te rends compte que tout ce que tu vois là, ça fait partie de quelque chose qui est plus grand, donc vraiment une méditation, en fait, qui vient du Bouddha. Donc, il y a rien de religieux, mais c'est une technique qui était utilisée par le Bouddha pour s'éveiller. Donc c'est vraiment de la méditation, technique de méditation pure et dure, qui a été, donc ça fait 2500 ans, qui avait été perdue au fil des années dans sa pureté. En gros, les gens l'utilisaient, mais ils l'utilisaient pas bien, donc ça avait perdu sa pureté et ça a été, sauvegardé en j'ai pas envie de dire n'importe quoi, en Bulgarie, je crois que c'est Bulgarie, par 2 yogis, donc 2 personnes qui étaient, sachants de cette méditation-là et hem et du coup, il y a une personne qui a découvert cette méditation-là, qui avait des maux de tête, très sévères, il devait aller voir des médecins, il prenait de la morphine. C'était un chef d'entreprise, très riche, dans l'industrie, qui avait, plusieurs sociétés et cetera. Il expliquait que, beh, il avait testé, tous les médecins du monde, en tout cas, il voyageait énormément pour résoudre ses maux de tête et impossible d'y arriver. Et un de ses amis qui lui a dit: «Bon, bah, vu que tu as essayé tout ça, essaye la méditation Vipassana, il y a 2 yogis qui le font. Pourquoi tu essaierais pas pour voir si ça marche sur toi?» Du coup, il l'a fait, il a testé au bout du 2e jour, donc on replonge un petit peu de mon expérience 2e, 3e jour. Donc on reste un peu dans cette temporalité-là. Et bah, lui, il a pété un câble, il s'est dit: «Bah, ouais, non, c'est pas pour moi, ça, c'est trop spirituel. Moi, je suis un mec du business, je suis une personne un homme d'affaires, je viens d'une bonne famille. C'est beaucoup trop spirituel pour moi, je m'en vais». Donc il commence à faire ses valises, il y a une dame qui le retient, qui lui dit, donc c'est monsieur Gwenka: «Monsieur Gwenka, s'il vous plaît, restez parmi nous, restez au moins un jour de plus. Je vous en supplie, un jour de plus et vous verrez vous me direz». Donc monsieur Gwenka dit: «Bon, bah, OK, je veux bien, un jour de plus». Il continue, donc 4e, 3e jour, 4e jour, 5e jour, jusqu'à la fin et au final, il se rend compte que son maux de tête, qu'il avait depuis des années et des années, qu'il n'arrivait pas à résoudre, s'était évaporé. Il a vu la puissance de cette méditation, il a voulu le faire pour sa maman qui était malade, donc il est reparti en Inde. Il a véhiculé du coup cette méditation, il a fait des cours privés à sa maman, il y a d'autres personnes, d'autres amis qui sont venus et de plus en plus de personnes sont venues. Il commençait à faire des sessions collectives, puis après il a ouvert des centres et cetera et cetera. Et en fait, vu que c'était un homme d'affaires très riche, il s'est retrouvé à ouvrir plein de centres et c'est comme ça qu'il a, réussi à rediffuser cette technique qui a été perdue depuis 2500 ans en Inde et dans plein de pays du monde. Aujourd'hui, il y a 200 centres dans le monde. Il y a 120 pays qui accueillent des méditants, donc des gens qui pratiquent cette méditation et du coup, c'est enseigné partout. Voilà pour la petite histoire. Je reviens, dans mon histoire à moi. 2e, 3e jour, c'est là où effectivement tu as envie de péter un câble. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'était vraiment, la bonne idée? Est-ce que vraiment ça a du sens?» Mais tu tiens. Tu tiens, chaque jour, tu te regardes dans le miroir, tu te dis: «Let's go, on peut le faire, on avance». Plus tu avances dans les méditations,
plus tu peux te concentrer du coup sur d'autres parties de ton corps. Au bout du 3e jour, tu te concentres sur la tête, les épaules, le bras, le torse, le dos, les jambes, les pieds. Et en fait, tu scannes tout ton corps, de haut en bas, de haut en bas. Et ça te fait une sorte d'énergie et tu te rends compte que, bah, tout ton corps n'est que vibration. En fait, ce sont que des vibrations et c'est prouvé scientifiquement, mais en fait, on le vit de manière réelle. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est magique dans cette expérience, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, chaque endroit n'est que vibration, il n'y a que d'énergie qui coule partout en nous. Ce qu'on t'apprend aussi, c'est que tout est impermanent. C'est-à-dire la douleur au début, les premières méditations, les 5 premières minutes, j'avais mal aux jambes parce qu'on est en tailleur et j'avais mal au dos. Et en fait, ça, c'était horrible et je me disais: «Mais c'est impossible, je vais pas pouvoir tenir 100 heures autres de méditation comme ça». Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce qui nous inculque, que lorsqu'on se concentre de manière équilibrée, donc sans jugement, sans se dire: «Ah bah, j'ai mal» ou «ça fait du bien, ça fait du plaisir», sur ces sensations, donc sur la douleur par exemple, et ben, en fait, ça s'évapore, ça s'efface. Et toutes ces choses-là ne sont que impermanentes et du coup, s'effacent. Ce qu'ils nous apprennent aussi et ce que je trouve très beau, c'est que tous les soirs, on a des discours justement de ce monsieur Goenka, dont on a parlé tout à l'heure, qui a enregistré des vidéos, donc la technique de méditation est la même dans tous les centres. Donc ce sont des vidéos qui sont diffusées, donc ils ont réussi à scaler le modèle, hein. Je pensais beaucoup quand même, aux dire: «Ah franchement ils sont bons» parce qu'ils ont réussi quand même à scaler le truc et franchement ils sont très forts, quoi. Donc les vidéos t'expliquaient et te donnaient pas des leçons de vie, mais je dirais t'inculquaient un art de vivre qu'on a un peu oublié, qu'on a un peu perdu. L'art de donner, d'aimer les gens de manière sincère, pas de manière intéressée, de réduire l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui nous monte à la tête. Je pense que même en tant qu'entrepreneur, ça nous est déjà tous arrivé. Peut-être pas en tout cas, mais en tout cas moi ça m'est arrivé. De se dire: «Bah, voilà, je suis meilleur que les autres. Je suis plus malin que les autres. J'ai réussi à trouver des systèmes qui font que je gagne beaucoup d'argent, que, j'ai la liberté, que j'arrive à voyager partout, alors que d'autres sont en CDI». L'ego nous monte à la tête, le succès, la gloire: «Ouais, j'ai réussi à faire, telle chose qui me permet en fait d'avoir, beaucoup de visibilité et cetera, je suis meilleur». Et en fait, on se rend compte petit à petit que ça, ce sont que des choses qui gonflent notre ego, mais qui n'ont pas de sens profond. Et qu'au final, cet ego, il faut le réduire au minimum et pour le réduire au minimum, il faut donner aux autres et pas penser que son temps est plus important que celui d'un autre, mais d'être sur des pieds d'égalité. Ça nous apprend que on réagit de manière très inconsciente. En fait, il y a beaucoup de choses que l'on fait et qui n'est que la réaction de notre inconscient. Je prends un exemple, imaginons qu'une personne dans le métro vous pousse, ça vous bouscule, ça vous met des sensations qui sont négatives, donc on ressent des sensations négatives et du coup, bah, plusieurs options, soit on pousse en retour, donc on crée, de la négativité, soit on rumine dans sa tête et on se dit: «Mais pourquoi elle m'a poussé? Mais pourquoi? Et je la haïs, je la déteste». Et en fait, toutes ces choses-là, on se rend compte que c'est juste le résultat de nos sensations. Parce qu'en fait, on nous a appris que quand quelqu'un nous pousse et bah, c'est une sensation négative, donc on a envie de rejeter de la négativité. Et donc le vipassana, en tout cas cette méthode de méditation, nous apprend que toute action, extérieure va provoquer justement ces vibrations. Il faut les regarder de manière très équilibrée pour agir après de manière consciente et rationnelle et pas seulement inconsciente et irrationnelle. Cette, heu, cette expérience du coup est passée, on a fait 3 jours. Moi j'ai fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours et c'était incroyable. J'étais dans mes pensées, j'étais dans le moment présent. Je prenais le temps de prendre le temps. Je regardais les feuilles tomber, je regardais les fleurs pendant des minutes, des heures. C'était du temps que je prenais pour être, qu'avec moi-même, où on est tous sous pression,
dans l'hyper-performance, dans la surperformance, de devoir aller plus vite, trop vite, de plus profiter des choses simples, de plus trouver beau ce qui nous entoure et en fait, on redécouvre un nouveau monde, un monde qui est sous nos yeux tous les jours, mais qu'on ignore. Franchement, cette expérience, elle m'a bouleversé, elle m'a touché, elle a réellement changé ma vie, changé ma vision des choses, ma vision de la vie et elle m'a appris, en tout cas, elle m'a réinculqué un art de vivre qu'on m'avait jamais appris. En fait, c'est ça, hein. Ça m'a inculqué un art de vivre qu'on m'avait jamais appris. Ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on consomme, c'est le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la société, c'est tout le système qui est déjà mis en place et je suis pas un anarchiste à cracher sur le système, c'est pas le but. Mais c'est un fait, on est influencé par ce qu'il y a autour de nous et ça remet au centre, justement, bah, un art de vivre qui est beaucoup plus pur, qui est basé sur l'esprit, basé sur les sensations, basé sur son être, sur la connaissance de soi et qui permet de se retrouver. Après cette expérience, j'ai été bouleversé, j'ai appelé tous mes proches, ma famille, mes amis. Il y avait un sentiment de culpabilité de se dire: «Mais en fait, j'ai fait souffrir tellement de monde sans m'en rendre compte» et même eux s'en rendent même pas compte. Un sentiment de vouloir aider les gens, donner aux gens, aimer profondément et de manière très sincère, aimer tout le monde, peu importe leur origine, leurs envies, leur pureté ou non. Même les personnes les plus dures devraient être aimées et en fait, toutes ces questions-là, en fait, je suis revenu de ça, du coup, de l'Inde, de ce voyage-là, donc je suis revenu au nouvel an, donc c'était le 1er janvier, donc j'ai fait Noël là-bas, le nouvel an là-bas. Je suis revenu le 1er janvier à Paris et là, grosse claque. Retour à la réalité. OK, donc là, il faut que je fasse des visios avec des gens, je gère le business et cetera et cetera. Ça a été un réel choc. Moi, j'étais dans un monde parallèle, recentré vers, la nature et moi-même et là, je devais retourner dans du digital et du business. La transition a été dure, je pense que je l'ai quand même réussi à la faire. On doit pratiquer en fait après, cette expérience, la méditation, de manière constante. Eux recommandent de méditer 2 heures par jour, ce qui est concrètement, très compliqué, surtout quand tu gères tu as plein de trucs à mettre en place, à gérer. Donc j'ai essayé de méditer quand même une demi heure par jour. Là, je médite encore une demi heure par jour à peu près, donc il y a des séances que je loupe quand même. Mais ça me permet de rester centré quand même sur ça et de pas non plus tout oublier, tout perdre. Et donc je me suis beaucoup posé la question: «Mais c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi, tout ce que j'ai vu là?» En fait, une fois que je suis sorti de là, c'était évident, j'avais envie d'aider les gens à entreprendre, d'aider les gens à s'émanciper, à s'épanouir et en même temps, bah, là, j'étais dans le business, dans un système qu'on avait mis en place qui marche très bien, mais est-ce que c'était vraiment rattaché à ma mission de vie? Et donc c'est là où je veux en venir. Je veux en venir sur le fait que cette mission de vie, elle est très importante à intégrer, à analyser. Moi, j'ai compris que la mienne, c'était d'aider les gens à créer les bons systèmes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et vivre une vie harmonieuse. C'est une phrase très complexe, très complète, mais globalement qui représente bien les piliers qui sont importants pour moi. Créer les bons systèmes, aider les gens, vie harmonieuse. Est-ce que Growth ça m'a apporté ça? Est-ce que les business que j'avais, est-ce que le podcast Conseil de Gros, ça m'a apporté ça? Je me posais vraiment sincèrement la question et je pense que tout le monde devrait se poser cette question-là. Imaginons qu'on prenne, un exemple, imaginons que cette mission de vie, ce soit un soleil un soleil. On reste du coup dans l'univers de la galaxie avec notre fusée tout à l'heure. On a notre soleil qui est notre mission de vie. On peut avoir plusieurs missions de vie, on peut aider les gens, on peut, s'aider soi-même, rendre heureux nos proches. On peut avoir plusieurs choses et tous les projets qu'on met en place, par exemple, moi, par exemple, Gross Hiring, donc votre business à vous, le business que vous mettez en place, est-ce que ça a du sens par rapport à votre mission de vie? Est-ce que ça sert votre mission de vie? Est-ce que ça apporte des choses par rapport à votre objectif? Est-ce que ça n'apporte pas assez de choses justement pour accomplir votre mission? Quelles sont les choses que ça n'apporte pas? Et si ça les apporte pas, est-ce que vous pensez que ça pouvait les apporter?
Est-ce que vous pensez que sur votre projet actuel, ça peut être rattaché à votre mission de vie? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent le faire, qui seraient complémentaires ou même est-ce qu'il faudrait faire un switch? Cette mission de vie, il faut pour la trouver, faut aller chercher au fond de soi. Quelles sont les choses qui nous passionnent? Quelles sont les choses qui nous animent? Qu'est-ce qu'on a envie de faire au quotidien? Quelles sont les choses qui nous transcendent et qui nous donnent envie de nous lever tous les matins? Je pense que ça se trouve pas du jour au lendemain. Je pense que c'est un chemin constant. Notre mission de vie aussi peut évoluer en fonction du temps. Mais ce qui va être très important, c'est ce soleil-là, les planètes qui sont autour, donc les projets, donc projet business, ça peut être projet personnel, ça peut être par exemple un podcast. Est-ce que ce podcast est rattaché à ma mission de vie? Aujourd'hui, oui, et c'est aussi pour ça que je l'ai créé. C'est que entreprendre pour s'entreprendre, c'est une philosophie de vie que j'ai compris et que j'ai accepté et que j'ai envie de véhiculer et que je n'arrivais pas à véhiculer seulement avec Growtharing, par exemple. Growtharing, aujourd'hui, j'aide des gens, donc ça, c'est génial. J'arrive à passer des paliers qui me permettent d'être un meilleur entrepreneur, de passer des caps avec une équipe, être en harmonie avec eux, faire de belles choses. Mais il me manquait cette brique-là. Est-ce que mon ancien podcast, Conseil de Growth, avait du sens? J'aidais les gens, évidemment, mais je n'avais pas ce côté un peu philosophique, spirituel, aller chercher un peu au-delà. J'avais des choses très concrètes, actionnables, 30 minutes, paf, un expert qui explique sa méthode. En fait, je me suis rendu compte que là, j'arrivais à créer du coup un contenu qui est au plus proche de mes pensées, qui peut toucher des gens, qui peut toucher des entrepreneurs et que ça résonne et que ça peut résonner en eux. Et c'est là où ça a du sens et que c'est aligné avec ma mission de vie. Et c'est quelque chose qui est complémentaire à Gross Hiring. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever ce projet Gross Hiring, mais c'est quelque chose qui va être complémentaire. Comme Nomade, du coup, l'éco-living, c'est aussi quelque chose qui va être complémentaire. Je vais réussir à aider des entrepreneurs pendant 10 jours à avancer sur leur business tout en voyageant. Aujourd'hui, le podcast ne me permet pas de voyager. Ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Et donc, ce co-living a du sens pour moi. Donc la mission de vie, elle doit être identifiée et être identifiable, avoir du coup des projets autour d'elle qui ont du sens et du coup répondre à ces questions-là. Est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça apporte à ma mission de vie? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert pas? Quelles sont les choses qui me manquent justement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites pour combler ce manque? Et ça permet du coup de réaligner cet écosystème, donc nos planètes, notre soleil, nos planètes qui tournent autour, et après nos fusées, nos business, en fonction des motivations, des stades auxquels on est, que ce soit nous-mêmes ou au sein de nos business, pour s'assurer d'utiliser les bonnes motivations, les bons leviers pour aller servir cette mission de vie. J'espère que cet épisode aura plu. Je suis tourné sur Je vous ai partagé directement mon expérience à Vipassana. Je voulais en faire un épisode, mais c'est venu sur le flow. Et je pense que c'est venu au bon moment. J'espère que ça aidera, ça inspirera. J'espère que ce sujet aussi parle. Et n'hésitez pas à approfondir justement ces choses-là. Prendre le temps de vous poser, prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Il n'est jamais trop tard. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon run si vous êtes en train de courir, une bonne vaisselle, un bon trajet. Et on se dit à très vite. Ciao.